Bonjour, bienvenue dans Lex Inside, l'émission qui donne du sens à l'actualité juridique. Du droit et rien que du droit. Au programme de ce numéro, on va parler de transition emploi-retraite avec mon invitée Pauline Dumortier, avocate consul chez Avanti Avocat. On parlera ensuite du premier baromètre des normes, Viginormes, avec son créateur Christophe Eoche Duval, qui est également haut fonctionnaire. Et enfin, on parlera d'indemnité transactionnelle réparant un préjudice avec Angélique Desruelles, avocate fondatrice de CFD Law. Voilà pour les titres. Lex Insight, c'est parti. On commence le Lex Inside et on va parler de la transition emploi-retraite avec mon invité Pauline Dumortier, consul chez Avanti Avocat. Pauline Dumortier, bonjour. Bonjour Arnaud. On va faire le point ensemble sur la transition emploi-retraite. Pour commencer, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est la boîte à outils de la transition emploi-retraite ? La boîte à outils de la transition emploi-retraite renvoie au panel de mesures aujourd'hui qui existent afin d'aménager la fin de carrière des salariés. Aujourd'hui, on peut classer les mesures en deux grandes catégories. Une première catégorie qui vont être les mesures qui vont permettre de maintenir dans l'emploi. On a notamment le recours au temps partiel, le recours à la retraite progressive, on a également le cumul emploi-retraite et on a d'autres mesures qui, quant à elles, vont appartenir à un autre bloc qui vont être les mesures qui vont rompre le contrat de travail et en tout cas permettre de partir de manière anticipée à la retraite. On a notamment la possibilité de recourir au rachat de trimestre et on peut également penser à l'utilisation du compte épargne-temps qui va notamment permettre, qui va pouvoir être utilisé pour aménager la fin de carrière du salarié. Donc le terme de boîte à outils, il renvoie au panel de mesures qu'on a aujourd'hui qui sont diversifiées et qui peuvent permettre d'aménager la fin de carrière. Alors on comprend que l'âge légal est une donnée clé de cette transition emploi-retraite. À partir de quel âge légal un salarié peut-il bénéficier des dispositifs que vous venez de décrire de transition emploi-retraite ? Alors tout va dépendre du dispositif dont on parle. On n'a pas de règle générale qui va permettre d'indiquer qu'à partir par exemple de 60 ans, on va pouvoir bénéficier de tous les outils. Aujourd'hui, il faut bien distinguer chaque outil et étudier selon l'outil qu'on souhaite utiliser, les règles qui vont être applicables. On peut prendre deux exemples. Le premier exemple, notamment, qui peut être la retraite progressive. La retraite progressive n'est possible que 2 ans avant l'âge légal de départ à la retraite. On a aujourd'hui un projet de réforme qui envisage de le permettre à partir de 60 ans. Toutefois, en l'état du droit actuel, on est 2 ans avant l'âge légal. A l'inverse, le cumul emploi-retraite, lui, n'est possible qu'à partir du moment où on a liquidé ses droits à retraite. Donc d'une personne à l'autre, l'âge de liquidation va varier. Donc en tout cas, pour répondre à votre question, tout va dépendre du dispositif dont on parle. Alors on va s'intéresser justement à la retraite progressive. Quelles sont les conditions pour accéder à cette retraite progressive ? Alors aujourd'hui, on en a 3. Principale, en tout cas quand on parle des salariés. Pour les salariés, il faut d'une part justifier d'une assurance minimum au moins 150 trimestres, tout régime de retraite de base confondu. C'est la première condition. La deuxième condition, je l'ai indiqué précédemment, c'est qu'il faut avoir atteint l'âge minimal, en tout cas un âge minimal qui est de 2 ans avant l'âge légal de départ à la retraite. Et la troisième condition, c'est qu'il faut exercer plusieurs activités salariées à temps partiel ou à temps réduit. Aujourd'hui, la durée totale de travail, elle doit être comprise entre 40 à 80% de la durée du temps du travail à temps complet pour bénéficier de la retraite progressive. Ces 3 conditions, dès lors qu'elles sont remplies, permettent de solliciter le bénéfice de la retraite progressive. Alors on va s'intéresser aux droits de l'employeur face à une demande de retraite progressive. Concrètement, est-ce que l'employeur peut refuser une demande de mise à la retraite progressive ? Alors dans les faits, il peut. Toutefois, depuis la réforme des retraites, en tout cas la toute dernière réforme des retraites, on est venu faciliter le recours à la retraite progressive. Et donc aujourd'hui, ce qui est prévu par les textes, c'est que une fois que l'employeur a reçu, en tout cas la demande du salarié qui lui demande de bénéficier de la retraite progressive, à partir de la notification, il a 2 mois
pour refuser. Et dès lors qu'il refuse, il faut qu'il justifie la raison pour laquelle il refuse le recours à la retraite progressive. Parmi les critères aujourd'hui qui peuvent être utilisés, en tout cas qui peuvent être invoqués par l'employeur, on a très peu d'éléments dans les textes. Toutefois, les seuls, en tout cas, motifs qui pourraient expliquer le refus d'une retraite progressive, c'est notamment le bouleversement dans l'activité de l'entreprise et notamment l'impossibilité de remplacer le salarié qui demanderait à passer à temps partiel. Il y a très peu d'autres motifs qui pourraient être considérés comme justifiés pour refuser. On va s'intéresser à un autre dispositif, le cumul emploi-retraite. Quelles sont les démarches que doit accomplir le salarié quand il veut mettre en place ce cumul emploi-retraite ? Alors, tout d'abord, par rapport au cumul emploi-retraite, aujourd'hui, on a deux types de cumul emploi-retraite. On a ce qu'on appelle le cumul emploi-retraite intégral et le cumul emploi-retraite plafonné. Le cumul emploi-retraite intégral, il permet de cumuler entièrement les droits à retraite une fois qu'on a liquidé avec les revenus d'activité professionnelle. Le cumul emploi-retraite plafonné, lui, ne le permet pas. Et en fait, pour bénéficier du cumul emploi-retraite intégral, il faut remplir deux conditions. Avoir liquidé ses droits à retraite auprès de tous les régimes obligatoire et d'autre part, il faut avoir atteint l'âge de départ, en tout cas bénéficier d'une retraite à taux plein. Dès lors qu'on ne rentre pas dans ces conditions, on est sur du cumul emploi-retraite plafonné. Et en tout cas, pour répondre à la question qui est aujourd'hui quelle démarche administrative il faut réaliser, en fait, le salarié en cumul emploi-retraite, en tout cas qui souhaite bénéficier du cumul emploi-retraite, il va devoir liquider ses droits à retraite. C'est la première étape. Donc, dès lors qu'il est en entreprise et qu'il souhaite liquider ses droits à retraite et après reprendre une activité, il va devoir liquider ses droits, donc faire les démarches auprès des caisses de retraite auprès desquelles il a cotisé au fil de sa carrière. Une fois qu'il a liquider ses droits et donc il quitte l'entreprise pour reprendre ensuite une activité, il y a un point de vigilance étant donné qu'il faut dans ces cas-là informer les caisses de retraite qu'on reprend une activité. C'est vrai que d'un point de vue purement administratif, en tout cas vis-à-vis des caisses de retraite, il faut d'une part faire les démarches pour liquider et ensuite les prévenir qu'on reprend une activité professionnelle. Donc être vigilant pour bien informer la caisse de retraite. Une autre question qui peut être intéressante, c'est la question de la rupture du contrat d'un salarié en cumul emploi-retraite. Quelles sont les règles de rupture du contrat d'un salarié en cumul emploi-retraite ? On va être sur les règles habituelles du départ à la retraite. Donc il va falloir uniquement pour le salarié faire une démission où il indique qu'il décide de quitter l'entreprise pour partir à la retraite. Il faudra bien respecter les délais de préavis, mais on est sur les modalités habituelles. D'accord, donc c'est quelque chose de classique. Tout à fait, classique. Derrière, alors on a une petite subtilité, notamment par rapport au cumul emploi-retraite, étant donné que, notamment pour le cumul emploi-retraite plafonné, on ne peut pas reprendre chez le même employeur dès lors qu'on n'a pas eu un délai de carence de 6 mois, mais en dehors de la spécificité du délai de carence de 6 mois qu'on n'a pas pour le cumul emploi-retraite intégral, on n'a pas de modalité particulière. Alors, la transition emploi-retraite peut avoir un impact sur les droits sociaux. Quelles sont les conséquences concrètement ? De nouveau, tout va dépendre du dispositif. Là, on est vraiment... tout va dépendre au final de l'outil qu'on utilise et auquel on recourt. Par exemple, tout à l'heure, on parlait de retraite progressive. Quand on parle de retraite progressive, on passe à temps partiel. À partir du moment où on passe à temps partiel, on a nécessairement une base de cotisation aux droits sociaux qui est réduite. C'est vrai que la retraite progressive avec le passage à temps partiel va impacter les cotisations qui vont être versées au titre de l'activité professionnelle qu'on continue d'exercer. A l'inverse, si on prend notamment le cumul emploi-retraite, il est en tout cas intéressant de relever que historiquement, le cumul emploi-retraite, quand on terminait son activité professionnelle, qu'on liquidait ses droits et qu'on reprenait ensuite une nouvelle activité, on cotisait à fonds perdu. On n'avait pas la possibilité de rebénéficier de nouveaux droits à retraite liés à la nouvelle activité qu'on exerçait. Cet aspect-là a été modifié par la dernière réforme des retraites, mais uniquement pour le cumul emploi-retraite intégral, où dorénavant, sous condition, il est possible de bénéficier de nouveaux droits à retraite et de continuer à générer de nouveaux droits sociaux. On va conclure là-dessus. Merci Pauline Dumortier. Je rappelle que vous êtes consoeur au sein du cabinet Avanti Avocat. Merci beaucoup. Tout de suite, l'émission continue. On va parler de Viginormes, le premier baromètre des normes.
On continue ce Lex Inside et on va parler de Viginorm, le premier baromètre sur l'état des normes en France, avec son créateur Christophe Eoch Duval, qui est également haut fonctionnaire. Christophe Eoch Duval, bonjour. Bonjour Arnaud. Vous avez reçu pour votre ouvrage l'inflation normative et là vous revenez pour une deuxième création, c'est le baromètre sur l'état des normes, Viginorm, qui est un site web sur lequel vous recensez l'état des normes. Pouvez-vous nous le présenter plus en détail, ce baromètre Viginorm? Je vous remercie. Alors, j'ai convaincu un think tank qui s'appelle Contrib Associés et son directeur Benoît Perrin de m'aider à mettre en place effectivement un mécanisme de transparence. Voilà, parce que les normes, c'est très complexe. Je ne dis pas qu'on ne puisse pas avoir connaissance de la volumétrie normative, mais en finance, c'est très très initié et réservé à quelques experts. Moi, j'ai voulu rendre cela transparent pour les citoyens, parce qu'après la parution de mon livre, l'inflation normative, j'ai eu beaucoup de lecteurs qui m'ont écrit, des gens voilà, de la rue, on va dire, hein, pas forcément des avocats ou des professeurs de droit, et qui m'ont demandé, mais comment fait-on, par exemple, pour mesurer combien de l'inflation était celle du, je sais pas, du code de commerce, peu importe. Donc, on a eu cette idée, et ça a été un travail informatique lourd, qui nous a permis d'aller dans l'interface de Légifrance, qui évidemment est la numérisation déjà du journal officiel, donc c'est déjà une très grande transparence qu'offre l'État français. Et nous avons voulu aller plus loin. Alors comment ça se passe? Eh bien d'abord il faut aller sur Vigie, comme une vigie avec un E, norme avec un S, mais tout se tient, voilà. Et vous avez à ce moment-là une homepage qui est celle que je montre à l'écran, où vous avez en haut, bien sûr, quelques éléments d'explication, notamment l'onglet méthodologie, hein, pour ceux qui veulent être curieux de savoir comment on s'y prend. On photographie tous les codes, alors 19 codes sur 77, ce qui représente les codes français en France, c'est 43% exactement du droit consolidé en vigueur. D'accord. C'est presque la moitié, c'est un énorme effort de codification, mais il ne représente pas la totalité. Nous pouvons facilement identifier ces codes, nous pouvons un peu moins encore aujourd'hui entrer dans l'interface des textes non codifiés, mais c'est notre... C'est l'objectif après, l'étape voilà. d'après. Et donc, vous avez un code. Alors, vous avez 19 codes qui ont été choisis sur les 77. C'est les 19 codes, on va dire, peut-être les plus emblématiques pour les entreprises administrées, les opérateurs, donc des codes auxquels on connaît bien. Par exemple, le code de commerce, ici le code de l'environnement, on les a classés bien sûr par type d'inflation, et on les mesure depuis l'an 2000. D'accord. Alors, l'an 2000... Parfois, on va un petit peu au-delà de l'an 2000 parce que certains codes ont été réellement, en réalité, lancés, finis dans leur codification législative et réglementaire à partir de 2003 ou 2004. D'accord. Donc, on prend l'année 0 ou l'année 1, plutôt pour être plus scientifique, qui correspond réellement à ce qui est la photographie concrète. Et en cliquant sur ce code, alors on a bien sûr le montant de l'inflation tenue depuis l'an 1 de ce code. Vous voyez, par exemple, le code de commerce, c'est 473% d'inflation depuis 2001. C'est phénoménal. Et si on clique sur l'onglet qui s'appelle Détail, eh bien on a à ce moment-là effectivement le détail année par année de ce code. On peut voir bien sûr sa progression, les années où il y a été peut-être de la déflation, ou au contraire de l'hyperinflation. C'est très intéressant, peut-être on regarde des quinquennats ou les septennats. Je laisse cela à la curiosité, on ne va pas plus loin en analyse. Et donc là on voit le détail pour le code de commerce. Et le dernier histogramme qui est en rouge, c'est le mois actuel, le mois en cours. Il est rouge s'il augmente par rapport à l'année de référence précédente, l'année 2025, ou il est vert si au contraire on observe une diminution du nombre de mots. Alors on compte en nombre de mots. Pourquoi en nombre de mots? Rappelez, vous l'aviez dit quand vous étiez venu pour votre ouvrage. Cette méthode, évidemment, de l'épaisseur des codes, c'est pas la bonne. C'est une méthode très pédagogique, mais pas scientifique. Voilà. Chaque éditeur, bien sûr, peut changer en fonction de la pagination, la typo, etc. Non. Aujourd'hui, on a la chance, grâce à Internet, grâce à la numérisation du journal officiel, eh bien, comme dans un article de journal, vous dénombrez le nombre de mots. On préfère le nombre de signes, mais ce ne serait pas très cohérent pour nos concitoyens et les entreprises. Donc le nombre de mots, c'est le nombre de mots qui correspondent à un texte juridique. Eh bien, il y a une phrase, un sujet, un verbe, un complément, ça fait X mots qu'on peut calculer maintenant de manière extrêmement scientifique. C'est au mot près. Au mot près. Alors justement, aujourd'hui, c'est quoi le bilan que vous faites, par exemple, depuis que Bayrou est en fonction en tant que Premier ministre? Alors ça, on a été un petit peu taquin, effectivement, parce que sur le site, on a mis un petit compteur François Bayrou, un compteur qui démarre au 13 décembre 2024, date de son investiture, à la date d'aujourd'hui.
Et alors nous sommes à 335 335 mots. Ce sont les mots des 77 codes. Je le précise, c'est-à-dire que ça représente son apport, son bilan normatif, voilà, quand on est comme chez les médecins, c'est son bilan normatif rapporté aux 77 codes. Comme je l'ai dit, les codes, c'est 43% du droit total. Puisque au 25 janvier 2025, nous avons totalisé 47 578 656 mots. Voilà, le chiffre est ici. On va retenir 47 millions, plus de 47 millions. Et surtout, on va retenir que ça ne représente que la partie que l'on peut connaître, que l'on peut déchiffrer. Bien sûr. Les lois, les décrets, les ordonnances. Il y a des zones grises encore, malheureusement, dans cet iceberg. Et la finalité de tout ça, c'est quoi après? La transparence. La transparence interpeller aussi les politiques? Voilà, moi je le dis franchement, c'est une première depuis 1958. Et je suis presque un peu déçu comme fonctionnaire et comme serviteur de l'État que ce ne soit pas un site du service public. Je dirais même surtout un site peut-être de l'Assemblée nationale et du Sénat qui ait ces instruments de surveillance, de monitoring, un monitoring normatif, un monitoring d'abord citoyen et parlementaire de l'inflation des normes, puisque tous les hommes politiques, tous bords confondus, j'ai fait dans mon livre l'inventaire de tous les petits mots, les bons mots des hommes politiques depuis Chirac, trop de loi tue la loi, le choc de simplification. Tout le monde veut simplifier et finalement... Voilà, tout le monde en parle, mais sans le vérifier, sans le mesurer. Maintenant, on va pouvoir, grâce à Viginorm, et je vous invite vraiment à y aller, viginorm.fr, je ne sais pas si je le dis. Et vous pensez que ça va vraiment alerter l'opinion publique également et provoquer quelque chose, un choc de simplification peut-être? Alors j'en suis convaincu. C'est-à-dire que je pense qu'à chaque fois, dans tous les domaines, et c'est vérifiable, dès lors que vous introduisez la transparence, et le monitoring par la transparence, vous introduisez forcément le reporting alors, d'une entreprise vis-à-vis de ses clients, vis-à-vis en interne, des citoyens vis-à-vis de leurs hommes politiques. C'est-à-dire, il ne suffit plus que Jacques Chirac dise « trop de loi tue la loi ». Tu en as fait combien de mots, Jacques? Voilà. Et donc, on peut mesurer. Et donc, demain, effectivement, quand François Bayrou, tout récemment encore, le 3 avril, au Sénat, a dit « il faut cesser la boulimie normative de l'État », bah, chiche. Voilà. En tout cas, on a les moyens de dire au 13 décembre, jour de ton investiture, tu en avais tant, tu rendras compte de combien de mots supplémentaires aux concitoyens à ta sortie. Ça ne veut pas dire que les normes sont inutiles. Attention. Ça veut dire que c'est un indicateur néanmoins d'une inflation dont il faut rendre compte et donner des explications. Il peut y avoir des bonnes inflations, il peut y avoir des mauvaises inflations. Et c'est un peu comme la question des prix. Si nous avions des hommes politiques qui se contentent de dire qu'il faut lutter contre l'inflation des prix, ouais, très bien, tout le monde est d'accord, mais qu'on n'ait pas mandaté l'INSEE d'un indice et d'un indice public, transparent, scientifique, bah, où saurait-on que l'on a une diminution, une maîtrise ou au contraire une aggravation de l'inflation? Donc il faut un outil et cet outil c'est Viginorm pour les normes. Viginorm, et j'espère qu'il pourra progresser à plus de codes, à l'ensemble du droit, et que surtout peut-être l'Assemblée nationale ou le Sénat nous disent je prends votre code, je prends votre indice et je le mets sur le site de ces deux grands services publics. Eh ben, on va suivre tout ça de près. Je vous remercie Christophe Héroche-Duval. Je rappelle que vous êtes haut fonctionnaire. Merci. Tout de suite, l'émission continue. On va parler de l'indemnité transactionnelle réparant un préjudice. On poursuit ce Lex Inside et on va parler de l'indemnité transactionnelle réparant un préjudice avec mon invitée Angélique Desruelles, avocate fondatrice de CFD Law. Angélique Desruelles, bonjour. Bonjour Arnaud. La Cour de cassation a rendu le 30 janvier dernier un arrêt sur le régime social de l'indemnité transactionnelle réparant un préjudice. Nous allons analyser tout à l'heure cette décision et ses conséquences, mais tout d'abord, quels critères permettent de distinguer une indemnité transactionnelle à caractère indemnitaire d'une indemnité ayant la nature d'une rémunération ? Je vais essayer de répondre à cette question simplement, parce qu'il est vrai que c'est une question essentielle, que ce soit pour le RH, pour les RH, pour le droit du travail, et pour autant, ça reste difficile d'y répondre simplement, parce qu'il n'y a pas de véritable texte législatif sur le sujet.
Pour autant, comme vous venez de le préciser, nous avons eu cet arrêt de Cour de cassation du 30 janvier dernier qui vient confirmer une tendance, à savoir que si la somme allouée aux salariés, si l'indemnité allouée aux salariés a pour but d'indemniser un préjudice distinct de toute nature salariale, alors la somme doit être exclue de l'assiette des cotisations de sécurité sociale. Ce qui compte ici et ce qui est à comprendre, c'est que donc, le litige est survenu à l'occasion de l'exécution du contrat de travail. C'est un litige distinct et ne porte pas exclusivement sur la rupture du contrat de travail, comme c'est souvent le cas. Et ce qu'il faut considérer ici, c'est la notion de praesium doloris, donc la notion du prix de la douleur, littéralement, c'est-à-dire que par exemple, je donne des exemples, la souffrance physique et psychologique au travail, le préjudice moral et professionnel, le préjudice en termes de santé, le préjudice en termes de droit au repos, etc. Par contre, si la somme qui est octroyée aux salariés à titre d'indemnité a pour but de compenser un élément de salaire, par exemple le cas classique des heures supplémentaires qui n'ont pas été payées, dans ce cas, elle se doit d'être intégralement soumise à cotisation de sécurité sociale. D'accord. Alors, l'indemnité transactionnelle qui répare un préjudice, vous l'avez dit, est exclue de l'assiette des cotisations sociales. Est-ce que cette exclusion de l'assiette des cotisations sociales, elle s'applique à l'intégralité du montant de l'indemnité ou est-ce qu'il y a un plafond ? Cette exclusion s'applique effectivement à l'intégralité de l'indemnité et il n'y a aucun plafond. Donc, autant dire que c'est très intéressant. Je passe rapidement sur le fait que on se pose la question d'un assujettissement à CSG-CRDS. Bon, c'est une cotisation salariale, c'est 9,7%. Ce n'est pas l'essentiel du débat d'aujourd'hui. Alors, on va s'intéresser à la charge de la preuve. Qui supporte la charge de la preuve du caractère indemnitaire de l'indemnité transactionnelle ? La charge de la preuve, elle est supportée intégralement à 100% par l'employeur. C'est quelque chose à prendre en compte puisque, en fait, il faut savoir que la qualification que va donner l'employeur à l'indemnité, elle ne lie pas l'administration ni le juge. Elle ne lie pas le conseil de prud'homme ni le fisc. Ni les URSSAF qui vont regarder la réalité économique de l'indemnité, comme je l'ai expliqué précédemment. Alors, une mauvaise qualification peut avoir des conséquences lourdes. Quelles sont concrètement les conséquences pratiques pour l'employeur et le salarié en cas de mauvaise qualification de l'indemnité dans la transaction? Donc le risque essentiel, c'est le risque URSSAF. Et dans ce cas-là, il faut savoir en fait que c'est le seul employeur est responsable. C'est-à-dire que l'URSSAF va se retourner contre l'employeur pour le paiement des cotisations patronale et salariale, et c'est l'employeur qui devra régler la totalité. Par contre, si dans le protocole transactionnel, il y a une clause qui indique que chaque partie fera son affaire personnelle du paiement des charges sociales en cas de redressement URSSAF, l'employeur pourra se retourner contre le salarié au titre de ce protocole, mais il reste l'interlocuteur unique devant les URSSAF. Alors, on va revenir sur la jurisprudence et sur l'arrêt du 30 janvier dernier pour bien comprendre les conséquences. Cette jurisprudence, elle s'applique à quel type d'indemnité transactionnelle ? Oui, alors effectivement, elle ne s'implique pas à toutes les indemnités transactionnelles. On en distingue principalement 3. Je vais essayer de faire vite sur les 2 premières. Alors, il y a l'indemnité qui est versée en bureau de conciliation du Conseil de prud'homme, qui a un cas assez spécifique, qui est souvent favorable aux cadres qui ont beaucoup d'ancienneté. Elle répond à des conditions spécifiques et elle est exonérée dans les conditions du barème, dans la limite de ce que nous, on appelle 2 fois le plafond annuel de la sécurité sociale, c'est-à-dire 92 400 cette année. Et effectivement, elle permet d'éviter un différé de carence pour Pôle emploi. Elle est super intéressante aussi au niveau de l'impôt. On a cette indemnité aussi, qui est l'indemnité transactionnelle standard, qui est celle qui est la plus utilisée, c'est-à-dire un salarié qui a été licencié qui va contester le motif de son licenciement. Donc une indemnité qui est octroyée à l'occasion de la rupture et qui est considérée en fait par les tribunaux et par l'administration comme une indemnité supralégale. Donc de fait, le régime ne va pas s'appliquer. On va prendre en compte le montant qui a déjà été payé au titre de l'indemnité de licenciement aux salariés. On va ajouter cette indemnité supralégale et on va considérer qu'elle est exonérée de charges sociales dans la limite de
une nouvelle fois de passe, donc 92 400 pour cette année. Et il y a aussi de la CSG-CRDS sur une certaine portion. Enfin, il y a vraiment des conditions différentes. Donc, seule cette indemnité qui vient rémunérer un préjudice uniquement sera totalement exonérée de charges sociales. D'accord. Donc, on comprend aussi que cette jurisprudence va avoir des conséquences sur les protocoles transactionnels. Concrètement, c'est quoi les implications de cette solution ? Alors effectivement, il va falloir être très précautionneux sur les protocoles transactionnels, détailler dans le préambule vraiment l'historique de la relation et vraiment l'historique et les explications relatives aux divers préjudices, s'ils sont souvent, ils sont nombreux, et pouvoir ventiler les sommes au titre de ces préjudices. Il est vraiment important que l'employeur, notamment on a vu la charge de la preuve, se ménage la charge de la preuve avec des documents, les arrêts de travail, des échanges avec le salarié, etc., puisque seules ces preuves concrètes pourront éviter un éventuel redressement URSSAF. Alors, cette jurisprudence peut aussi avoir un travers. Est-ce qu'elle peut ouvrir la voie à des abus ou à des contentieux sur la réalité de préjudice indemnisé ? Oui, tout à fait. Il est vrai que la tentative, elle est vraiment grande, que ce soit pour l'employeur comme pour le salarié, de se dire on va exonérer totalement et on va appliquer la jurisprudence. On a forcément un préjudice quelconque au titre d'une rupture. Donc, il est vrai que c'est très tentant, mais évidemment, il y aura des contentieux. Et puis là, il y a quelque chose qui vient d'arriver. Déjà, des administrations qui essayent de s'engouffrer dans la brèche. France Travail a sorti une circulaire le 1er avril dernier et est venu indiquer, on pense que cette position est abusive, que justement ces indemnités qui ont un caractère indemnitaire, qui compensent un préjudice, doivent être incluses dans son différé, alors qu'on avait toujours considéré l'inverse, et ceci au titre d'une position prise par les tribunaux, et notamment le tribunal judiciaire de Paris, l'année dernière en février 2024. Alors pour terminer, pour bien comprendre, quel est le rôle des juges du fond dans la qualification de cette indemnité transactionnelle ? Le rôle des juges du fond est souverain. Ils disposent d'une entière liberté d'appréciation et ils ne sont absolument pas liés par la qualification donnée par les parties. D'accord, donc ils peuvent requalifier le cas échéant. Voilà. Et donc si on s'est mis dans un cas de l'indemnité réparant un préjudice pour s'exonérer de charges sociales alors que ce n'est pas le cas, ils requalifient totalement, effectivement. Et ils soumettront à charge intégralement, ils ne chercheront pas à comprendre. On va conclure là-dessus. Merci Angélique Desruelles. Je rappelle que vous êtes avocate fondatrice du cabinet CFD Law. Merci Arnaud. On va conclure cette émission. Merci de votre fidélité. Restez curieux et informés. À très bientôt sur Be Smart for Change.